Ce PowerPoint-Nari parle des fondements et de la dimension environnementale des équipes de travail, extrait du livre de Charette-Louise pour des équipes responsables. D'abord, voici la définition que nous allons utiliser principalement. Alors, le système équipe baigne dans un environnement, présente une dimension fonctionnelle, est supporté par une structure, implique des relations par lesquelles circule un flux d'énergie et est en constante évolution. Qu'est-ce qu'une organisation? Une organisation est par définition un rassemblement de personnes, plusieurs groupes différents selon leur formation, leur culture, etc. Cette organisation a un fonctionnement dans un agencement spécifique et elle a des échanges avec des éléments de l'environnement. Elle comprend des contraintes matérielles et relationnelles. Il y a une multitude de compétences, de savoir-faire, d'aspirations et de besoins qui y sont présents. Le travail est en fonction d'un but commun, implicite ou explicite. C'est un système de commandement hiérarchique et il y a la réalisation de biens ou de services pour une clientèle spécifique. Ici, on aborde l'escalier de l'autonomie. C'est un gros morceau dans nos concepts ici. Dans la gradation de l'acquisition de l'autonomie et de la responsabilisation, l'état de groupe est le point de départ. Il est le préalable à l'existence de l'équipe. Selon l'analyse de nombreuses définitions, le groupe est une totalité dynamique qui interagit à l'interne et à l'externe, ayant une structure de fonctionnement permettant l'atteinte d'un but commun où les personnes peuvent percevoir et être perçues par leurs pairs et par l'environnement avec lequel le groupe interagit. Nous avons été voir les différentes définitions de Saint-Arnaud, Aubry, Blanchette et Trognon, Boucher et Petitpas, Richard, Beauvois, Mognier et Auberlé et de Leclerc. Quand on parle de l'équipe, elle a une vie qui se prolonge au-delà des rencontres. Elle comporte des membres multidisciplinaires. On dit qu'une vraie équipe implique que chaque membre est indispensable, solidaire et que ses membres se sentent liés pour le meilleur et pour le pire par une sorte de communauté de destin. Et ceci, c'est selon Audebert-Las-Rochas. Selon Morin, toute équipe possède des forces et des faiblesses plus ou moins perceptibles. Certains auteurs vont jusqu'à dire que l'équipe idéale n'existe pas. L'équipe de projet, quant à elle, se caractérise par une tâche demandant l'apport de plus d'une personne dont l'accomplissement dépend des autres. On est pas mal dans les mêmes eaux que les autres définitions. Les membres partagent des méthodes et des outils communs et doivent identifier et résoudre ensemble les problèmes qui se présentent. De même, ils doivent vivre avec les résultats de façon à ce que, si un membre fait une erreur, toute l'équipe en vit les conséquences. Un mode d'organisation du travail où des employés sont collectivement responsables en permanence d'une séquence complète de travail dans un processus de production d'un bien ou d'un service destiné à des clients internes ou externes. Ici, on parle d'équipes semi-autonomes. Les équipes sont imputables de leurs résultats. Les membres de l'équipe assument, à l'intérieur de certaines limites, des fonctions de gestion, en plus d'accomplir leurs tâches de production. Il est possible de concevoir le processus d'acquisition de l'autonomie des équipes selon une progression à partir du groupe, servant principalement au partage des tâches, puis à l'équipe qui exécute et recommande pour progresser vers la réelle prise de décision dans le cadre d'équipes de projet, et enfin l'autonomie responsable dans les décisions de gestion pour une partie ou un processus entier dans certaines aires de responsabilité. Ici, on présente le modèle CFAIR. Nous en avons brièvement parlé dans les diapositives précédentes. Le groupe prend place dans un environnement. Donc, il est important de s'arrêter sur la dimension environnementale d'une équipe de travail. Alors, ce groupe est examiné à travers 6 dimensions, dont la première qui est l'environnementale. Ensuite, fonctionnelle, structurelle, relationnelle, dynamique et évolutive, et nous allons les détailler un peu plus loin.
Voici comment on peut concevoir ce modèle. Il y a d'abord un environnement dans lequel l'équipe prend place. Ensuite, il y a l'équipe à proprement parler, et cette équipe présente une dimension fonctionnelle, une dimension structurelle, une dimension relationnelle, une dimension dynamique et une dimension évolutive, et chacune de ces dimensions est en interaction avec toutes les autres. Il y a des inputs, c'est-à-dire des entrées d'informations au sein de l'équipe. Il y a un traitement de l'information, une production, et il y a un produit qui ressort, un output. Et on a une rétroaction, un feedback de la part de l'environnement ou de ce qu'il y a autour. Ça peut être les clients, ça peut être des gestionnaires qui reçoivent la production de l'équipe. Alors, nous parlons d'abord de la vision macro, c'est-à-dire l'environnement de l'équipe. Au niveau de l'environnement, nous concevons que cet environnement repose sur une vision systémique. Pourquoi? Parce que c'est un système avec des sous-systèmes et des suprasystèmes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs petits systèmes, un peu à l'image des poupées russes, à l'intérieur desquels chacune est autonome, mais chacune est aussi en interaction, ni plus ni moins, avec toutes les autres, là, si on fait le parallèle. Les caractéristiques générales de l'environnement global et intermédiaire, l'environnement immédiat et l'analyse des interactions dans l'organisation. Dans un premier temps, ici, on parle de l'environnement comme étant un suprasystème. L'approche systémique est une façon de percevoir, c'est une approche, une réalité, c'est-à-dire que l'environnement, c'est la réalité qu'on regarde là, dans le cas présent. Comme un système constitué de multiples éléments qui s'influencent entre eux. Par exemple, la politique, l'économie, les clientèles, les fournisseurs, etc. À différents degrés, créant ainsi des pressions qui agissent sur l'organisation. Le modèle systémique oblige à ne pas voir les situations comme des pièces isolées et facilement maniables, mais bien comme une mosaïque complexe d'éléments en interdépendance les unes avec les autres. Un environnement organisationnel possède principalement 5 grandes caractéristiques. Il est moteur de changement. L'environnement, par son influence, amène les équipes à se questionner, les organisations, les équipes à se questionner et à apporter des changements pour s'adapter à cet environnement. Un environnement peut être stable ou instable, tout dépendant des périodes. Parfois, l'économie est instable, parfois elle est stable, tout dépendant de ce qui se passe. Un environnement est toujours complexe. Il est dynamique, ça bouge. C'est pas statique. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui vont se transformer, qui vont avoir aussi encore une influence. Et on dit aussi qu'il est pourvoyeur de ressources. Pourvoyeur de ressources au sens où on vend des choses, il y a des capitaux qui entrent, il y a des personnes qui peuvent venir travailler, on recrute à partir du bassin de l'environnement, etc. En termes d'objectifs, l'idée, c'est d'identifier les composantes de l'environnement qui influencent les équipes de travail, qui constituent l'organisation. Comprendre et interpréter le dynamisme interactionnel des composantes de l'environnement qui influencent la vie des équipes. Établir, en fonction du portrait environnemental fourni, les stratégies qui soutiendront une éventuelle intervention auprès d'une équipe. Nous avons ici illustré l'environnement, la dimension environnementale comme étant une série de bulles concentriques. On a au centre l'équipe qui est vraiment à l'intérieur de l'organisation. On peut analyser les interactions entre les équipes à l'intérieur de l'organisation. On peut analyser l'organisation comme telle et aussi avec ses liens avec son environnement immédiat. Et quand on va au niveau de l'environnement immédiat, il est aussi inclus dans l'environnement global et intermédiaire. Donc, on voit que tout ça, ce sont des systèmes, des sous-systèmes, des suprasystèmes, des mésosystèmes. On n'ira pas dans la définition de chacun de ces termes-là, mais vous comprenez que l'un s'emboîte dans l'autre. L'environnement global est composé de l'économie qui nous entoure, de l'évolution technologique, des tendances mondiales,
des valeurs et cultures qui sont présentes là où l'organisation, l'entreprise et les équipes prennent place. La démographie. Y a-t-il plusieurs couches démographiques dans l'entreprise et au sein des équipes? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes plus expérimentées? Ça va avoir un impact. Les organisations internationales aussi vont avoir un impact parce qu'une petite entreprise, une moyenne, une grande, bon, enfin, on est influencé par tous ces éléments-là. Quant à l'environnement intermédiaire, on va parler de lois et règlements, de courants politiques et sociaux, de médias, de groupes de pression, de communautés, d'organismes de réglementation, d'ordres et d'associations professionnelles. Chacun de ces éléments a un impact sur le fonctionnement direct des équipes de travail. Au niveau de l'environnement immédiat, on va avoir directement la concurrence au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des produits substituts par rapport à ce qu'on fait? Si on est une entreprise de production, si on est une entreprise de services, il peut y avoir des services substituts. Le marché de la main-d'œuvre, est-ce que notre main-d'œuvre est abondante? Est-ce qu'elle est rare? Bon, est-ce que c'est une entreprise qui est syndiquée? Si oui, ce sont des acteurs importants. Les capitaux, est-ce qu'on a du capital un peu, moyennement, beaucoup? Est-ce qu'on a des partenaires? Est-ce qu'on a des fournisseurs? Si oui, lesquels? Quelles sont leurs contraintes? Quelles sont leurs exigences à eux aussi? Et il y a nos consommateurs, les clients qui vont utiliser les services ou les produits de notre entreprise. Et à l'intérieur de l'entreprise, il y a l'équipe. Lorsqu'on regarde l'analyse des interactions dans l'organisation, il s'agit ici d'identifier les équipes avec lesquelles l'équipe qui fait l'objet de l'intervention entre en interaction. Avec qui l'équipe interagit-elle? Il s'agit aussi de décrire les interactions de l'équipe en question avec les autres groupes de manière quantitative et qualitative. De déterminer aussi les situations à améliorer en dessinant la situation actuelle et en définissant la situation idéale. Et enfin, faire une priorisation des situations à améliorer. Et ici, on en arrive à la vision micro. La vision micro nous introduit chacune des dimensions du modèle pour des équipes responsables. Parlons d'abord de la dimension fonctionnelle. Elle est composée de différentes composantes. D'abord, la culture, qui est composée des valeurs, des croyances, des codes. Les codes, ce sont des codes affectifs, ce sont des codes techniques, c'est le langage pour que les gens se comprennent. Il y a des normes dans une équipe, des règles qui prennent place. Parfois, elles sont implicites, même parfois, elles sont inconscientes. Parfois, elles sont nommées, elles sont explicites. Et aussi, il y a des habitudes qui prennent place dans les organisations. Tout ça, c'est la culture de notre organisation et la culture de notre équipe plus particulièrement. Au centre de la dimension fonctionnelle, il y a les buts. Nous avons des buts personnels, il y a des buts réellement poursuivis, il y a les buts officiels, etc. Et il y a les niveaux de fonctionnement. Une équipe de travail fonctionne toujours à 3 niveaux. Le contenu, la procédure et socio-affectif. Le contenu, c'est la tâche sur laquelle on travaille ensemble. La procédure, c'est la manière de travailler sur cette tâche. Et le socio-affectif, ce sont les humains qui ressentent des choses par rapport au contenu, par rapport à la procédure, par rapport au groupe, par rapport aux relations qui prennent place. Donc, le socio-affectif, c'est la dimension principalement qui est de l'ordre des émotions, de l'affectif des personnes. La seconde dimension qu'on aborde ici, c'est la dimension structurelle. Au centre, on y a mis les statuts, les rôles et les fonctions. Ces statuts, rôles et fonctions sont au centre parce que c'est la perception qu'on a des rôles des personnes. Souvent, lorsque ces statuts, rôles et fonctions ne sont pas clairs, c'est générateur de conflits et de problèmes dans les équipes. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants à prendre en considération. Dans la dimension structurelle, il y a aussi le nombre de personnes.
Est-ce qu'on a suffisamment de gens pour faire le travail? Est-ce qu'il nous en manque? Est-ce qu'on en a trop? Etc. Ça va avoir un impact sur le fonctionnement de l'équipe. La composition. Est-ce qu'on a toutes les compétences dont on a besoin? Est-ce qu'on est en manque de certaines compétences? Faut-il aller en chercher d'autres? Etc. On a-tu ce qu'on a besoin finalement pour faire le travail qu'on doit faire? Le membership, c'est la qualité de l'implication des personnes. La hiérarchie, il y a 2 éléments au niveau de la hiérarchie. Une hiérarchie officielle et une hiérarchie informelle. La hiérarchie officielle est celle qui apparaît sur les organigrammes de l'entreprise ou de l'organisation. La hiérarchie informelle, c'est comment ça se passe dans les jeux de pouvoir à l'intérieur de l'organisation ou de l'équipe même. Et les réseaux de communication, c'est comment la communication se passe d'une personne à l'autre. C'est le réseau, c'est comment se forme la communication entre les gens à l'intérieur de l'équipe et parfois aussi à l'extérieur de l'équipe. La dimension relationnelle est, je dirais, pratiquement le liant de l'équipe. D'abord les relations. Il faut d'abord entrer en relation. Ensuite de ça, nous entrons en interrelation, c'est-à-dire qu'on réagit à la relation qu'on a avec les autres. Ensuite, les interactions. On utilise ce que les autres font pour pouvoir continuer de construire. Et l'interdépendance. La conscience de l'interdépendance est importante en raison du fait que si nous pensons que nous pouvions tout faire tout seul, ben on ne contribue pas bien à l'équipe. Donc, c'est l'inverse. Si je suis convaincue que j'ai besoin des autres pour pouvoir avancer dans ce travail, dans cette équipe, ça devient une source de cohésion et de motivation et de mobilisation pour l'équipe. La dimension dynamique est, je dirais, la dimension la plus complexe au niveau d'une équipe de travail. Au départ, regardons au centre, on a différentes lettres, on appelle ça l'équation énergétique. Ça nous vient entre autres de Yves Saint-Arnaud. Euh, il y a l'énergie résiduelle, qui est le ER à la toute gauche de l'équation. L'énergie résiduelle, c'est lorsque on a des préoccupations qui ne nous permettent pas d'être pleinement investis dans l'équipe. Bon, écoutez, c'est normal d'avoir quelques préoccupations, certainement, parce qu'on a souvent des préoccupations familiales, de loisirs, bon, enfin, toutes sortes de préoccupations. Ça peut être des préoccupations aussi qui sont en lien avec les relations qui sont positives ou qui vont moins bien au niveau de l'équipe. Donc, tout ça, c'est de l'énergie résiduelle qui n'est pas utilisable pour la production et le travail d'équipe. Quand on va dans la parenthèse, on voit d'abord l'énergie de production. Ça, c'est l'énergie qu'on met dans le travail, c'est ce qu'on investit dans le travail. Ensuite, il y a l'énergie de conservation qui est tout aussi nécessaire que l'énergie de production parce que l'énergie de conservation va travailler sur la relation pour permettre la production. Donc, ces 2 formes d'énergie-là, plus celle de l'énergie résiduelle, vont donner l'énergie totale au niveau du fonctionnement de l'équipe. Au niveau des tensions, il y a la confrontation, les conflits, la collaboration, la compétition. Tout ça, ce sont des éléments de tension qui sont parfois positifs, parfois négatifs. Positifs dans le sens de qui contribuent au bon fonctionnement de l'équipe. Quand on parle de collaboration, de coopération, on est dans une tension très positive au niveau de l'avancement vers les objectifs. Tandis que la compétition, parfois va stimuler et parfois va entraver le fonctionnement de l'équipe, tout dépendant à quel niveau elle se situe. Les confrontations, ça peut être intéressant parce que là, on a des confrontations d'opinions, d'idées, etc. Mais quand ça devient des conflits, ça devient investi des émotions et c'est beaucoup plus difficile parce que là, les gens ne se sentent pas bien. Donc, on a tout ça dans les tensions, des positives, des négatives, donc des tensions qui vont aider à l'atteinte des objectifs et des tensions qui vont nuire à l'atteinte des objectifs. Quand on va au niveau de l'attraction et de la répulsion en bas, c'est par rapport au but, aux personnes ou à l'équipe. On va éprouver une attraction, soit par rapport à l'un ou l'autre de ces éléments, personne, but ou équipe, ou à 2 ou à 3 de ces éléments-là.
Et enfin, en bas, la locomotion, on l'a dit quand même quelques fois, la locomotion, c'est l'avancée vers l'objectif. Donc, il y aura des forces qui vont nous aider et des forces qui nous nuiront à l'atteinte des objectifs. Et ça, on appelle ça la locomotion. Quant à la dimension évolutive, on peut quand même observer qu'il y a différentes composantes de cette dimension aussi. Commençons par la naissance. La naissance d'une équipe va être volontaire, imposée ou spontanée, selon ce qui se passe, je vais dire, dans l'environnement. Bon, si on est dans une entreprise, ben souvent, ça va être relativement imposé parce que les gens vont être choisis, et là, on passe au mode d'accès. Les gens vont être choisis en fonction de certaines caractéristiques qu'ils possèdent. On va aller chercher des compétences intéressantes, donc on va aller chercher des gens, par exemple, en ingénierie, par exemple, en ressources humaines, par exemple, en technique d'usinage, par exemple. Bon, enfin, tout dépendant de ce qu'on a besoin de faire. Donc, le mode d'accès va être limité en fonction des besoins qu'on a pour l'équipe. À la toute droite, on a la durée et l'intensité. La durée, c'est le temps réel que l'équipe passe ensemble. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois que les gens se réunissent, il va y avoir, par exemple, 1 heure et demie, 1 heure, 30 minutes. Ben, tout ça, ça s'accumule et c'est la durée réelle de vie du groupe. En compensation, il arrive qu'on vive des choses plus intensément. Et ça va compenser pour certaines durées qu'on n'aura pas nécessairement. Alors, quand on intervient en groupe, parfois on veut créer une intensité pour pallier au fait que parfois certains groupes n'ont pas beaucoup de durée de vie. Mais ça, on va y revenir plus tard. Alors, dans je dirais les modèles d'observation de l'évolution d'une équipe ou d'un groupe de travail, il y a les stades, les âges. Ça, on se reporte au modèle de Freud principalement. Ensuite de ça, on va parler des phases. Les phases d'une équipe de travail. Euh, la phase individualiste, d'identification, infatuation et enfin de maturation. Ce sont différentes phases. C'est 4 phases. Quand on regarde ces 3 modèles, le plus simple, c'est celui des phases. Les 2 autres sont intéressants et ils apportent quelque chose de différent un peu, mais ils sont un peu plus compliqués. Et les étapes de climatisation, on fait une analogie avec le climat. On va parler de disperser. La première étape, c'est la dispersion. La deuxième, c'est le rassemblement, etc. On va les voir évidemment plus en profondeur là, pendant la session. Et on a aussi la maturité, où on peut évaluer le taux, le niveau de maturation de l'équipe.